Bonjour Raphaël Gaillard, c'est absolument fascinant votre livre qui s'appelle L'homme augmenté. On va en parler dans quelques instants. C'est un essai au cœur des préoccupations d'aujourd'hui. Vous êtes normalien, psychiatre, vous dirigez le pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie de l'hôpital Sainte-Anne à Paris et de l'université Paris-Cité. L'homme augmenté, c'est quoi? C'est l'hybridation de l'homme et de la machine. On n'est pas dans la science-fiction là, c'est l'intelligence artificielle qui va transformer nos vies. Alors déjà, ça n'est plus de la science-fiction. Je crois que c'est la première chose qu'il faut dire. Parce qu'on en a beaucoup parlé dans la science-fiction. C'est un classique de la science-fiction et aujourd'hui, c'est une réalité. Et c'est déjà une première réalité clinique. C'est-à-dire c'est une réalité du soin. Aujourd'hui, on soigne des patients avec des dispositifs technologiques qui consistent à implanter des électrodes dans le cerveau de patients atteints de maladies graves pour améliorer leur santé. Et la frontière entre la réparer une maladie, réparer quelqu'un qui souffre, et l'augmentation, elle est très ténue. Il y a très peu d'espace entre la réparation et l'augmentation. Les mêmes technologies peuvent servir à augmenter. Oui, mais là, on est dans un avenir où il ne s'agira pas de réparer, il s'agira de créer un cerveau augmenté. C'est le titre de votre livre. Ça va être quoi un cerveau augmenté, au fond? Est-ce que ce n'est pas dangereux? Alors, c'est toute la question. Qu'est-ce qu'on va faire au-delà de la réparation, c'est-à-dire de soigner? Qu'est-ce qu'on va faire de cette augmentation? Et puis, quel est le but? Qu'est-ce qui nous motive à cette augmentation? Est-ce que c'est la quête permanente des hommes de faire mieux, davantage de performance? Ou est-ce qu'il y a un aiguillon qui nous amène aujourd'hui à cette quête de façon plus actuelle, de façon plus intense? Et je crois que cet aiguillon, c'est justement l'intelligence artificielle. Oui, mais quand vous dites « nous », qu'est-ce qui nous pousse? On voit bien, vous d'ailleurs, vous consacrez un chapitre à Elon Musk, on voit qu'il y a des intérêts économiques derrière ça. Ce n'est pas nécessairement une demande des citoyens. Vous ne pensez pas que derrière des milliards qui sont consacrés à cela, il y a autre chose? Alors c'est sûr que d'un point de vue économique, ça sera majeur. On considère que typiquement les neurotechnologies représenteront bientôt un marché de 17 milliards. Donc c'est un enjeu économique. Mais au-delà de l'enjeu économique, je crois qu'il y a une quête, et puisque vous avez cité Elon Musk, sa quête, c'est de répondre à l'intelligence artificielle. Lui pense que le cerveau artificiel, l'intelligence artificielle, est tellement puissant, ou sera demain tellement puissant, que notre seule chance de rivaliser, c'est de nous hybrider avec la machine. En fait, notre seule chance pour notre cerveau humain de faire face au tsunami de l'intelligence artificielle, c'est de nous hybrider avec la technologie. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites on va devoir s'adapter à quelque chose d'autre qui serait l'intelligence artificielle. Donc le cerveau, il va falloir transformer le cerveau humain pour s'adapter à cette réalité? C'est typiquement la quête d'Elon Musk. Et Elon Musk, on peut le voir comme un visionnaire, parfois avec quelques dérapages, mais généralement, il réussit ce qu'il fait. Et quand il lance cette entreprise qui s'appelle Neuralink, qui vise à implanter des puces de silicium dans le cerveau d'animaux d'abord, mais il a obtenu les accords des autorités américaines pour le faire chez l'homme. Quand il lance cette entreprise Neuralink, c'est pour réussir. Et il réussira. Ça veut dire que son objectif de rivaliser avec l'intelligence artificielle en hybridant le cerveau humain avec la machine, avec l'ordinateur, il le fera. Oui, donc en gros, on n'y échappera pas. Mais au fond, vous dites, c'est un bien ou c'est un mal, ça? Quand il s'agit de soigner, c'est un bien. Quand vous êtes tétraplégique, que vous ne pouvez plus rien faire et que grâce à des puces, on vous permet d'écrire, et c'est la réalité, c'est-à-dire l'université de Stanford a permis de restaurer l'écriture manuscrite par la pensée chez un patient qui ne pouvait plus bouger ses membres, plus bouger ses bras. Et d'ailleurs, il écrit presque aussi vite que vous et moi sur nos smartphones. Donc, si ça vous permet de restaurer la communication chez quelqu'un qui l'a perdu, évidemment que c'est un bien. Maintenant, s'il s'agit de l'augmenter, c'est plus compliqué parce que si vous l'augmentez, vous ne l'augmenterez pas de façon homogène. Et ça, c'est un point très important qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a un fantasme de science-fiction. On pense qu'hybrider le cerveau avec la machine, c'est l'augmenter globalement. C'est dans l'idée, par exemple, transférer notre cerveau sous forme digitale dans un ordinateur. Et ça n'est pas possible. Et ça, je crois qu'il faut dire que c'est la science-fiction. Et ça n'est pas possible pour une simple raison, c'est que cet organe, puisque c'est un organe d'1,4 kg, 85 milliards de neurones, il n'a pas de port USB. Donc vous ne pouvez pas connecter simplement un ordinateur sur le cerveau. Vous pouvez juste apposer des puces de silicium en regard de certaines parties du cerveau dont vous allez augmenter les capacités. Et donc le premier effet
de l'augmentation de l'homme par l'hybridation cerveau et machine, c'est de rompre l'harmonie de l'homme. L'harmonie de l'homme, celle qui était décrite par l'homme de Vitruve dans son cercle, dans son carré, avec cette idée de l'harmonie très classique, c'est pas le mot puisque c'est le mouvement de la Renaissance, eh bien, cette harmonie, elle est rompue par ces excroissances, ces moments d'excellence, mais qui sont ultra précis et qui ne respectent pas l'ensemble des domaines de fonctionnement de l'être humain. Au fond, ça fait quand même peur. Mais j'ai envie de vous dire quel risque il y a aussi, manipulation, propagande, peut-être, j'allais dire, transformer les hommes en une espèce de robots que l'on pourra commander à distance. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse aller à ce risque-là, parce qu'encore une fois, ça impliquerait qu'il y ait une connexion globale au cerveau. Et encore une fois, je le redis, il n'y a pas de port USB sur le cerveau, donc je ne crois pas qu'on puisse télécommander des cerveaux. Mais le seul fait d'augmenter encore le cerveau présente un risque. Parce que notre cerveau, c'est une machine ultra puissante, remarquable. C'est celle qui fait que nous sommes, vous et moi, des Homo sapiens. C'est ce qui nous donne notre nom de sapiens. Mais cette puissance, elle a déjà un coût. Elle a déjà un prix pour les êtres humains. C'est que ce cerveau est tellement puissant que de temps en temps, il y a des bugs. De temps en temps, il a des ratés. De temps en temps, il déraille, il dérape, il délire. Et ces moments-là, c'est ceux dont nous faisons collectivement l'expérience au travers des troubles mentaux. Et c'est pour ça que les troubles mentaux sont si fréquents. La schizophrénie... De plus en plus fréquent d'ailleurs. Hein. Vous êtes bien placé pour le voir. Hein. Oui, et il faut rappeler que la schizophrénie, c'est 1% de la population générale. Les troubles bipolaires, c'est 2%. Oui. 1 million de suicides. Oui, 1 million de suicides dans le monde. La dépression, c'est 20% sur vie entière. Donc il y a une personne sur 5 qui fera un épisode dépressif nécessitant une prise en charge. Donc vous voyez, c'est extrêmement fréquent. Et ça, c'est en fait le prix à payer de la puissance de notre cerveau. C'est-à-dire qu'il est tellement puissant que notre cerveau ne se supporte plus. Eh bien, si vous l'augmentez aujourd'hui, c'est ce qui se passe, eh bien, ce prix à payer va mécaniquement augmenter. Et c'est ça qu'on doit anticiper. C'est-à-dire que l'augmentation, c'est plus de la science-fiction, c'est une réalité, et ça va fonctionner dans différents registres, au prix de l'harmonie de ce cerveau, mais en augmentant le prix à payer par les troubles mentaux. C'est-à-dire ce à quoi il faut s'attendre, c'est à davantage de troubles mentaux. En fait, on peut le dire ainsi, nous allons vers des êtres humains qui, pour certains, vont être augmentés et pour d'autres, ne le supporteront pas parce que notre cerveau, il est déjà tellement complexe qu'il y a des moments où il dysfonctionne. Oui. Ce qui est terrible, au fond, c'est de se dire une partie de la population va se retrouver exclue du monde, en quelque sorte. Exclue ou bricolant avec le monde. Ça, dans la science-fiction, c'est un courant très représenté, qui est celui du cyberpunk, qui décrit cette espèce de bricolage, cette espèce de science-fiction ultra-technologique, mais en même temps complètement bricolée, délabrée, où on fait de briques et de broc. Et on a l'impression qu'avec l'homme, on va faire de briques et de broc. Et l'obstacle, évidemment, il sera aussi financier. Évidemment que tout le monde n'aura pas accès aux mêmes choses dans l'augmentation. Mais au-delà de la question de l'argent, au-delà de l'inégalité par l'argent, la principale inégalité, à mon avis, sera dans la capacité des cerveaux à supporter l'augmentation. Et nous ne serons pas tous égaux quant à cette capacité à supporter l'augmentation. Mais ce que vous dites, il y aura les hommes augmentés et les autres. Il va y avoir deux catégories d'humains. Oui, et je crois qu'il faut anticiper que l'augmentation ne va pas nous rendre plus égaux. Vous savez, il y avait, avec l'avènement de la technologie, il y a toujours cette idée d'augmenter l'égalité des hommes. Avec l'invention du revolver, James Colt avait cette phrase très étonnante en disant « Dieu a fait des hommes forts et des hommes faibles, je les ai rendus égaux ». C'est une phrase très étonnante pour dire l'avènement des armes à feu. Mais en fait, évidemment, c'est faux, parce que vous pouvez acheter des armes à feu plus ou moins puissantes, puis vous êtes plus ou moins habile. Donc c'est faux. Évidemment, remplacer la forme physique, la force physique par quelque chose d'autre, l'arme à feu, mais vous ne les rendez pas davantage égaux. Et l'histoire a bien montré d'ailleurs que vous n'avez pas rendu, avec l'avènement du revolver, les hommes plus égaux. Donc, en fait, la technologie ne rend pas plus égaux les hommes. Je pense au contraire, en l'occurrence, avec l'augmentation de l'homme, qu'elle va renforcer les inégalités et de façon radicale, au-delà de la question de l'argent, entre ceux qui supporteront l'augmentation, qui peut-être deviendront géniaux à certains égards, de façon hétérogène, c'est-à-dire sans l'harmonie d'un Léonard de Vinci, puisque j'ai évoqué. Donc de façon hétérogène, et ceux qui ne le supporteront pas et en paieront le prix fort.
Aujourd'hui, c'est déjà un peu le cas. Prenons un exemple très simple, celui de substances censées augmenter les capacités. Donc ça n'est pas la technologie. Oui. Donc vous citez même le chemsex, vous citez... Exactement. Voilà. Prenons la cocaïne, par exemple, substance interdite, mais qui est consommée de façon ponctuelle par quelques personnes. Et pour la plupart de ces personnes, sans conséquence le lendemain, le surlendemain, les mois qui suivent. C'est-à-dire que c'est une consommation festive, interdite et à déconseiller. C'est mauvais pour la santé, mais sans grandes conséquences. Mais parmi ceux-là, certains n'en reviendront pas. C'est-à-dire que certains vont devenir addicts à la cocaïne et ceux-là vont avoir leur vie dévastée par le seul fait d'avoir touché à ce petit moyen d'augmentation qu'est la cocaïne. Donc vous voyez déjà à l'échelle très simple d'une substance très simple et interdite, la cocaïne, la bifurcation entre ceux pour lesquels l'avoir touché n'aura pas fait grand-chose et ceux pour lesquels c'est une dévastation. Oui, mais vous dites d'ailleurs l'usage aujourd'hui du téléphone portable est précurseur au fond de ce qui va arriver avec cette intelligence augmentée. Mais quand on voit d'ailleurs l'usage parfois compulsif du téléphone portable ou des écrans, même pour des enfants au berceau, on se dit ça va être terrible lorsqu'il va y avoir ces nouveaux moyens. Alors bien sûr, je pense qu'on est déjà hybridé d'une certaine façon avec nos téléphones dits intelligents, nos smartphones. Évidemment que c'est déjà une forme d'hybridation. On voit bien qu'à tout moment dans une conversation, quand nous ne savons pas telle ou telle chose, nous allons chercher l'information. On voit bien qu'à tout moment, nous les consultons, y compris simplement le temps de monter dans un ascenseur. Donc on voit bien la dépendance que nous avons à ces objets. Donc l'hybridation technologique, c'est pour ça que je vous disais, ça n'est clairement plus de la science-fiction, mais une réalité. Elle commence déjà avec cet objet extérieur à nous qu'est le smartphone. Elle va s'amplifier quand nous court-circuiterons nos sens et notre motricité qui nous permettent d'interagir avec nos smartphones par une communication directe du cerveau vers l'ordinateur. Oui, vous dites à un moment une chose très belle. Vous dites la première intelligence artificielle, c'était l'écriture. Et au fond, là, voilà, on est là, on se dit, mais ça a été un progrès extraordinaire pour l'humanité. Mais au fond, vous décrivez le fait d'écrire et de lire comme une forme, d'emmagasiner une forme d'intelligence artificielle pour pouvoir la ressortir. Alors c'est très important ce que vous dites, parce que j'annonce des choses qui peuvent paraître à la fois enthousiasmantes et très inquiétantes. Et je pense que c'est très important de considérer l'expérience des hommes. Et en observant la réalité de cette hybridation, je me suis demandé à quoi elle faisait écho. Et je me suis dit qu'elle fait écho à la grande hybridation de l'humanité. Et la grande hybridation de l'humanité, c'est l'avènement de l'écriture. Ce moment où nous sortons de la préhistoire pour entrer dans l'histoire, il y a 5000 et quelques années, il ressemble à l'hybridation technologique d'aujourd'hui parce que écrire quelque chose, c'est déjà externaliser ses connaissances, c'est les déposer hors de soi et les réintégrer, les réincorporer. Par la lecture, c'est une forme d'hybridation. Et ce que nous avons connu collectivement, nous, êtres humains, au travers de l'histoire de l'humanité, c'est une grande hybridation que celle de l'avènement de l'écriture et la lecture. Et à certains égards, ce n'est pas si différent. Le livre, c'est une forme de disque dur externe, c'est déjà quelque chose qui est déposé en dehors de soi et auquel nous nous reconnectons, nous nous hybridons par la lecture. Alors, l'idée n'est pas seulement de comparer, l'idée est d'utiliser notre expérience, celle de l'humanité. Si nous avons connu une grande hybridation, celle de l'écriture et la lecture, et que nous sommes en train d'en vivre une nouvelle hybridation technologique, eh bien, pourrions-nous nous servir de l'expérience que nous avons de la grande hybridation de l'écriture et la lecture? Est-ce que ça pourrait nous préparer à l'hybridation technologique? Est-ce que c'est le moyen de limiter la casse, en fait, pour traverser cette hybridation technologique? Mais d'ailleurs, vous dites d'ailleurs à un moment, en conclusion presque du livre, il faut lire. Et ça va continuer. C'est une forme de résistance, lire. Alors, résistance, je ne dirais pas, parce que résistance, ce serait tourner le dos. Et je pense que tourner le dos à la technologie, dire « va des rétro Satanas, la technologie, c'est épouvantable », je pense qu'en disant « il faut lire et rien ne vaut la culture, les humanités », c'est le meilleur moyen d'enfermer les livres dans des bibliothèques dans lesquelles plus personne n'irait et la culture dans des musées dans lesquels plus personne n'irait. Donc je crois qu'il ne faut pas tourner le dos à la technologie. Par contre, il faut s'armer
pour aller vers la technologie. Il faut se préparer pour aller vers la technologie. Et il y a un temps pour tout. Et je pense aux enfants, évidemment. Je pense que pour aller vers l'hybridation technologique, il faut faire revivre aux enfants la grande hybridation de l'humanité. Et la grande hybridation de l'humanité, c'est la lecture. À haute voix, d'ailleurs, vous dites, lire à haute voix. Oui, et ça n'est pas en tournant le dos à la technologie, c'est en sachant à quel moment on va vers la technologie. Ça veut dire qu'il faut, dans l'ordre des choses, puisque ça a été l'histoire de l'humanité, l'hybridation, la grande histoire de l'humanité, qui n'était pas sans effet secondaire d'ailleurs, puisqu'on a parlé d'effets secondaires, Emma Bovary qui se suicide, Don Quichotte qui guerroie avec des moulins à vent, c'est pas rien en fait. Donc c'était pas sans effet secondaire la lecture, mais dans l'ensemble c'est très réussi pour l'humanité. Et puis ensuite, il y a l'hybridation technologique. C'est dans cet ordre. Et à l'échelle d'un être humain, à l'échelle d'un enfant, c'est dans cet ordre aussi. Ça veut dire que c'est la lecture et l'écriture avant l'hybridation technologique. Et c'est comme ça que l'on va vers la technologie, pas pour lui tourner le dos, encore une fois. Sinon, je pense que c'est le meilleur moyen d'enterrer la lecture. C'est pas pour tourner le dos à la technologie, c'est pour s'armer vers la technologie. Oui, mais on parle de technologie. J'ai envie de vous parler d'art, de culture, de création. Vous nous dites pas qu'on va pouvoir recréer l'émotion avec un cerveau artificiel, qu'on va recréer l'émotion d'un film d'Hitchcock, qu'on va recréer l'émotion de la Joconde. Pour l'instant, non. Mais je ne sais pas demain, avec cette hybridation cerveau-machine, je ne sais pas. Je ne sais pas, honnêtement. Il y a déjà des expériences étonnantes. Telle photo qui a obtenu un grand prix de la photographie et dont celui qui l'avait déposée a expliqué qu'elle avait été créée par une IA et donc qui a perdu son prix d'ailleurs. Mais elle est étonnante, cette photo. C'était le prix Sony donné à Boris Elakson. Donc, je ne serais pas catégorique. Je dirais simplement que pour que l'intelligence artificielle produise quelque chose de beau, il faudrait déjà qu'elle éprouve des émotions et qu'elle soit incarnée. Il lui manque donc cette réalité du corps et des émotions. Mais je ne dirais pas qu'elle est incapable de produire l'esthétique. Ce que je dis surtout, c'est que pour y aller, il faut, à l'échelle humaine, traverser ce qui a réussi à l'échelle de l'humanité. Oui. Bon, on pourra tomber amoureux d'une intelligence artificielle? Alors ça, moi je pense qu'on peut projeter énormément de choses sur une intelligence artificielle. Et le film de Her, où le héros tombe amoureux, certes d'une voix particulière, puisque c'est celle de Scarlett Johansson, évidemment, laisse penser qu'on peut projeter beaucoup de choses dans une intelligence artificielle. Donc je pense que oui, on pourra tomber amoureux d'une intelligence artificielle. Est-ce qu'elle pourra aimer, elle? C'est une autre question. Oui. Mais encore une fois, l'important, c'est de savoir ce dont les êtres humains sont faits, ce dont ce cerveau est fait, et de parer à la casse inévitable de l'hybridation technologique avec les moyens du bord. Les moyens du bord, c'est l'histoire de l'humanité et c'est ce rapport à l'écriture et à la lecture. Oui, et en même temps, j'ai envie de vous dire, oui, on crée une intelligence artificielle, en même temps on connaît si mal le cerveau, notre cerveau, le cerveau humain. Le cerveau reste un grand mystère. Il reste un grand mystère, mais paradoxalement, l'intelligence artificielle nous apprend des choses. Je vais vous donner un exemple. La dernière intelligence artificielle en date, ChatGPT, elle est étonnante, elle est construite sur la base d'un réseau de neurones. Un réseau de neurones, ça imite notre cerveau. Une petite partie du cerveau, les couches superficielles, le cortex. C'est une imitation du cerveau avec la puissance de calcul des ordinateurs. Mais au-delà de l'imitation du cerveau, vous savez ce qui a rendu intelligent ChatGPT ? Je vous le demande. Eh bien, c'est la lecture. Et ça, c'est très étonnant. Et je pense qu'on ne l'a pas assez dit. Dans cette période, aujourd'hui, où tout est image, qu'est-ce qui a rendu l'intelligence artificielle la plus puissante du jour? C'est la lecture. On a fait lire des millions de pages à un réseau de neurones et ChatGPT est devenu intelligent. On ne sait pas d'ailleurs exactement comment. On ne sait pas exactement comment. Mais on sait qu'un réseau de neurones qui est construit en imitant notre cerveau, traversé par des millions de pages, eh bien, ça devient intelligent. Et donc, c'est la démonstration in vitro, dans un réseau de neurones, des effets que la lecture peut avoir sur un cerveau, en l'occurrence artificiel. Attention au mot intelligent.
On peut se Ah, croire. il faut s'en méfier. De lecture, ça dépend lesquelles. Bien sûr. Voilà. On Alors peut ensuite, se croire intelligent, mais de lecture qui en fait, mène à votre perte, par exemple. évidemment, Oui. évidemment. Et alors, évidemment, il sera question du choix de ces lectures. Oui. Il sera question de l'ampleur de ces lectures. Par exemple, il sera question du souffle de la lecture. Ce n'est pas la même chose de lire un livre ou de lire un tweet. Évidemment, ça n'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même rapport à l'objet. Et d'ailleurs, dans l'apprentissage de la lecture chez un enfant, vous avez pointé la question du lire à haute voix. C'est un apprentissage qui relève d'un rapport physique à l'objet. D'ailleurs, le rapport d'un enfant au monde doit être un rapport physique au monde avant de devenir virtuel. C'est un rapport à l'espace, au temps, et pour ce qui est de la lecture, c'est un rapport aux mots. Vous savez très bien que, par exemple, quand on a essayé de court-circuiter les grandes étapes de la lecture et d'apprendre aux enfants par la lecture globale, ça a été un fiasco, parce qu'apprendre à lire, il faut apprendre par les lettres, le B, A, BA, il faut apprendre comme ça, par le rapport physique aux mots. Merci beaucoup. C'est absolument passionnant, Raphaël Gaillard. Le livre s'appelle L'homme augmenté, le futur de nos cerveaux, est publié chez Grasset. Lisez-le pour prolonger cette discussion. C'est fascinant. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous.